dépasser la ligne de but. Une ligne droite, un virage, une dernière ligne droite. S'il te plaît, à 2 mètres de la ligne. Across the finish line to get the victory. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast La Ligne, le podcast qui décrit toutes les carrières liées au sport de haut niveau. Je m'appelle David et 2 fois par mois j'irai à la rencontre de toutes ces personnes qui ont fait de leur passion sportive leur métier. Athlètes, médecins, journalistes sportifs, dans l'ombre ou sous le feu des projecteurs, nous découvrirons ensemble les joies, les peines et les passions de ces personnalités au destin aussi atypique que extraordinaire. Je t'invite grandement à t'abonner, à noter et à laisser un commentaire sur Apple Podcast pour me suggérer des idées, des améliorations ou encore des invités. Tu peux également suivre la page Instagram laligne.podcast où tu découvriras l'envers du décor de chaque épisode. C'est également un excellent moyen pour me contacter. À chaque fin d'épisode, je lirai un commentaire de la plateforme Apple Podcast ou un message reçu sur Instagram afin de prendre en compte tous vos avis. Le but, faire progresser ce podcast tous ensemble. Allez, assez parlé, tout de suite, place à notre invité du jour. C'est Zinedine Zidane qui va donc tirer ce corner. Laurent Blanc est venu aux nouvelles. Marcel Desailly également. Tous les grands gabarits. But terrible! But de Dugarry! But de Dugarry! Alors bonjour Pierre-Louis Basse. Salut. Comment vas-tu ? Ah bah ça va très très bien. Ça va, quand on reçoit un journaliste et qui fait partie du cercle, voilà, des gens que nous aimons, on va bien. Donc je vais bien. Bah écoute, c'est très gentil à toi de m'accueillir ici, en Normandie, chez toi, à Bernay. Si tu le permets, je vais te présenter rapidement, pour te présenter aux auditeurs. Donc Pierre-Louis, tu es né à la fin des années 50, tu te passionnes très tôt pour le sport, les événements sportifs rythmeront ta vie et t'emmèneront aux 4 coins du monde. 30 ans de carrière en tant que journaliste sportif à Europe 1, ta voix a commenté des Coupes du Monde, des Jeux Olympiques, des Ligues des Champions, mais également des émissions emblématiques telles que Bienvenue au Club ou Bienvenue chez Basse. Amoureux de la littérature, tu es également un auteur à succès avec une 20aine de livres à ton actif sur le sport et bien plus encore. Au cours de ta vie, tu fus également conseiller du président Hollande. Bref, dans cet entretien, nous reviendrons sur ta passion du sport, les événements qui t'ont marqué, mais également sur ta vision du sport d'aujourd'hui. Bienvenue sur La Ligne, Pierre-Louis Basse. Bienvenue, merci pour ce rappel, David. Écoute, en tout cas, j'espère que ça t'a plu. Ma première question, pour un peu introduire ce podcast, c'est quand tu étais enfant, c'était qui ton ou tes modèles dans le sport ou à l'extérieur ? Alors quand j'étais enfant, oui, alors c'est donc très très ancien. Je crois que l'enfance, en effet, c'est une question qui est en définitive qui appelle une réponse assez large. Parce que l'enfance, comme l'adolescence, disons la première adolescence, je dirais jusqu'à 15 ou 16 ans en sport, mais avant, c'est une période où on imite beaucoup. C'est d'ailleurs c'est magique, hein, c'est la raison pour laquelle il serait bien qu'une société dans son ensemble donne des choses à imiter qui soient au moins dignes. Hein, ça, on va pas, c'est peut-être pas le premier débat, mais donc le sport me confronte dès l'enfance, en effet, dès la première enfance, à des modèles en particulier de foot, on y reviendra, ou d'athlétisme, qui sont des modèles qui dominent le sport de l'époque, en 64, 65, 66, parce que je suis à la plage, mon père est prof de gym, donc tout ça est très naturel, il est prof de gym, mon père crée les premiers clubs de plage en Loire-Atlantique, à Pornic, puis à Saint-Brévin, près de Nantes. L'hiver, il crée des clubs de ski extraordinaires, donc je suis l'hiver à la neige et l'été pieds nus sur la plage, donc c'est quand même pas mal pour débuter, pour vivre son enfance. Et les premiers modèles, c'est Nantes. Nantes va fêter son premier titre de champion de France en foot en 65. Avec José Arribas, un ancien républicain espagnol qui a fui le franquisme et qui deviendra lui un modèle de stratégie pour beaucoup d'amoureux de foot. Il deviendra lui-même le mentor de Ciodo ou de Denouex plus tard. Mais moi, mes premiers modèles, ce sont des joueurs de foot nantais, c'est Gondet, c'est Ciodo, c'est Le Chenadec. Et puis en ski, c'est Kili, c'est toute la bande qui avait été ensuite après Kili en 68, donc j'ai 10 ans en 68, c'est clair, hein.
il rafle 3 médailles à Grenoble. Et avec lui, c'est toute cette équipe de France extraordinaire qui avait été décimée, puis finalement qui était si bonne qu'on les a rattrapés. Je pense à Jean-Noël Augère, à Guy Périlla, qui fut vice-champion olympique de descente, à Alain Pence, à Patrick Russell. Et ce qui est magique d'ailleurs dans la vie parfois, c'est que l'enfant que j'étais, plus tard, va retrouver ses premiers modèles. Je pense notamment à Patrick Russell, qui a été champion du monde de slalom géant, et je skierai avec lui. Donc c'est une vie... C'est incroyable. Oui et non. Je jouerai aussi avec Latini, mais ça, c'est des choses... c'est la vie. La vie, elle est porteuse de chagrin, mais aussi de moments de grâce. Et moi, j'ai très tôt été porté tout de même par ces moments de grâce. Voilà, mes premiers modèles. Et puis en athlétisme, on avait mon père en 68 à Mexico. Les Jeux Olympiques se déroulent en octobre, because le Mexique, déjà, et le décalage horaire. Ils se déroulent en octobre à Mexico en 68. Et mon père avait gardé la télévision. Il était prof de gym pour qu'il avait loué un poste de télévision. Et on se levait la nuit pour aller voir les épreuves. Et donc déjà très tôt, mes héros furent Tommy Smith. Et d'ailleurs, j'écrirai un livre plus tard, plus tard, sur Tommy Smith. D'ailleurs, voilà. en parlant de ce livre, donc ce livre qui s'appelle 19 secondes et 83 centièmes, qui est sorti en 2007, tu dis dans ce livre, de cette soirée de 1968 date mon désir secret de commenter plus tard les grands rendez-vous du sport. Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer de quelle soirée c'était et pourquoi elle t'a tant marqué ? Parce que je précise que il y a cette soirée bien sûr d'athlétisme de Mexico avec Tommy Smith. Je pense que c'est ce à quoi tu fais référence, mais sur la plage, quand j'ai 5, 6, 7, 8 ans, on commente aussi nous-mêmes les matchs. On les invente, on les rêve. C'est ça l'enfance. Moi j'ai un souvenir très précis, par exemple, de la finale de la Coupe du Monde 66. Alors à ce moment-là, j'ai même pas 8 ans, puisqu'elle est en juillet. Donc j'ai 7 ans. Et c'est mon premier, je pense que c'est l'un de mes tout premiers souvenirs visuels. On n'a pas de télévision, c'est le mois de juillet, il fait très chaud et on va chez une voisine voir cette finale Allemagne-Angleterre. Et les noms sont encore imprimés comme si c'était hier. Bobby Charlton, Hertz, Peter, tous ces noms-là, Gordon Banks... Vous voyez, c'est très étrange. Et alors après, plus tard, en effet, 2 ans plus tard, je pense que c'est pas seulement Tommy Smith qui gagne sur 200, c'est aussi le record du monde de Bob Beamon. Et c'est aussi dans un univers tout de même politique, et l'enfance, c'est aussi... l'enfant tend l'oreille, c'est aussi peut-être comme ça que je suis devenu écrivain. C'est-à-dire que je ne manque pas une miette de ce qui se joue autour de moi. Et je suis quand même dans une famille de gauche, très, très militant en 68, en grève, et aussi militant pour les droits des femmes, des minorités raciales aux États-Unis. Ma mère est très engagée, elle était même très amie avec la future première ministre nord-vietnamienne pendant la guerre du Vietnam. Donc je suis dans une famille quand même de gauche et engagé, et Tommy Smith, Beamon, Evans, tout ça marque, ça m'a marqué, ça m'a toujours marqué. Parce que justement, à cet événement, pour rappeler aux auditeurs, John Carlos et Tommy Smith lèvent le poing ganté à la suite de leur victoire pour dénoncer les inégalités raciales aux États-Unis à ce moment-là. Absolument, David, mais il faut ajouter, c'est extrêmement important, c'est en définitive, et c'est ce qui m'a donné envie d'écrire ce livre, ça n'est pas une histoire seulement de noir, c'est une histoire en noir et blanc, si je puis dire, non seulement en noir et blanc à la télévision, qui n'était pas en couleur, mais de noir et blanc, pourquoi ? Parce que le premier, le champion olympique, c'est Tommy Smith. Carlos, en effet, qui était new-yorkais, qui était une espèce de pitbull un peu gangster, qui n'était pas vraiment au départ favorable et c'est Tommy Smith qui l'a entraîné. Fini 2e. Mais attention, sur la 3e marche du podium, il y a un blanc-blanc comme toi et moi, qui s'appelle Norman, qui va être radié de la sélection australienne, dont le record d'Australie ne sera amélioré que bien plus tard, ne sera homologué que bien plus tard, car la fédération australienne l'a mis à l'amende comme le comité olympique. Et Norman est un type qui vient de ses parents très engagés pour les droits des aborigènes, qui ont beaucoup souffert en Australie. Et Norman, juste dans la chambre d'appel avant d'aller recevoir sa médaille devant des millions de téléspectateurs, dit à Tommy Smith: moi je suis avec vous, moi je veux porter le badge des droits civiques, Human Rights.
Et il prend le badge et il le met sur son survêtement. Et il décède il y a une petite dizaine d'années, je crois, Norman. Et à Melbourne, ce sont Carlos et Tommy Smith qui sont allés le mettre en terre, qui ont porté le cercueil de Norman. Donc c'est une histoire d'humanité jusqu'au bout, du début de la course à la fin. C'est pas seulement une histoire de révolte. Et bien souvent, quand elle n'était qu'une révolte d'extrémistes noirs, il suffit de lire Romain Gary pour ça, Chien blanc ou d'autres livres, elle est parfois très extrémiste et très décevante, elle a parfois très violente. Là, c'est une rencontre entre plusieurs humanités. C'est bien. Et c'est très intéressant d'avoir ce petit rappel justement entre mémoire et grands événements sportifs. Donc on voit que le geste de Tommy Smith, John Carlos et de cet Australien t'a profondément marqué. Et j'ai vu que tu disais que Tommy Smith, tu l'avais rencontré. Ah oui, je l'ai rencontré. Il t'avait parlé de cette fameuse course. Qu'est-ce qu'il t'avait dit ? Oh bah c'est formidable, on est devenus copains. Oui, je suis allé à Atlanta le voir, où il a une fondation pour il s'occupe d'enfants en difficulté. Donc je suis allé le voir. Je voulais pas terminer d'une certaine manière ce roman de la course qui est la course elle-même, mais dans une société, au cœur de la société de la fin des années 60, sans le voir. Je voulais terminer mon roman et avoir Tommy Smith me racontant ses dernières foulées. Pour moi, c'est mystérieux, c'est magique. Et alors, ça a été extraordinaire. J'ai appris des choses sur place. Il m'a par exemple expliqué qu'après la demi-finale, il est blessé. Il est très sérieusement blessé aux ischio-jambiers, là, donc au niveau du haut de la cuisse, près de vraiment du pubis. Il est très, très, très sérieusement atteint. Il se met de la glace et il est bien évident que si il n'est pas en finale ou si il est blessé et qu'il est sur une jambe, le geste, il a cette stratégie. Donc, il ne le fera pas. C'est la victoire ou rien. Et il se soigne et en définitive, sa cuisse va tenir. C'est extraordinaire. Il savait que s'il n'avait plus en gros que 16 foulées à faire, après le virage, il serait champion olympique. Et en sortant du virage, Carlos était à sa hauteur. Il suffit de revoir la course. Je l'ai revu 1000 fois. Il est à sa hauteur comme il l'avait été à Indianapolis pendant les sélections américaines où il l'avait battu, où Carlos vraiment lui mordait les mollets. Mais là, Tommy Smith, avec sa grande foulée, son amplitude énorme de près de 3 mètres de foulée, accélère. Et à la fin, d'ailleurs, il se relâche complètement. Il suffit de voir la course. Comme il était blessé, sur la dernière foulée, il se relâche et il triomphe. Alors, il m'a raconté bien sûr d'autres choses. Il m'a raconté parce qu'il n'y a pas d'autre mot, les tombereaux de merde dans des colis qu'il a reçus à son domicile pendant des années, d'une partie de la société américaine qui ne supportait pas qu'il ait levé le poing et qu'il se soit battu pour les... Voilà, Trump n'est pas là par hasard. On a tendance à l'oublier. La société américaine, c'est aussi le Ku Klux Klan, c'est aussi Hoover dans les années 30, une forme de nazisme qui a bien failli prendre le pouvoir aux États-Unis. Merci Roosevelt. Les États-Unis, ça n'est pas seulement la création d'une classe moyenne idéale et la terre de liberté. C'est un pays qui a toujours eu, selon les périodes, une population extrêmement raciste, racialiste, et qui ne voulait pas, bien évidemment, entendre parler des Noirs. N'oublions pas que dans le sud des États-Unis, dans les années 60, on lynchait encore des Noirs, et on en faisait, comme le chantait Ella Fitzgerald, des fruits mûrs, c'est-à-dire des hommes et des femmes pendus dans les arbres. N'oublions jamais cela. Donc, jamais. Tommy Smith était contre vents et marées, il me l'a réexpliqué tout ça. Il n'a récupéré sa médaille olympique qu'il y a 5 ou 6 ans. Vous rendez-vous compte. Et c'était 1968. C'était il y a 50 ans. Il n'a récupéré sa médaille d'or qu'il y a 5 ou 6 ans. Donc ça a été un long parcours, mais dont il est fier. Il m'a fait une très belle dédicace sur une photo où il m'a écrit « Pierre, give a sense to your life », c'est-à-dire donner un sens à votre vie. Ça résume totalement son geste. Et d'ailleurs, justement, quand tu vois que près de 50 ans après, aujourd'hui, la NBA se met en grève contre justement les inégalités raciales et qu'ils essayent de faire bouger les choses à travers le sport. Absolument. Est-ce que tu dis que en fait, le jet de Tommy Smith ne sera une répétition au cours des années aux États-Unis ? C'est-à-dire que
Marx disait, je crois quelque part, l'histoire bégaye. Donc, alors même si elle ne fait que bégayer, cette répétition-là, comme un bègue, est déjà suffisamment dramatique. Donc, en effet, les combats sont permanents. Enfin, je veux dire, le combat de l'antisémitisme, regardons, écoutons ce qui se banalise. Hein, c'est pas, c'est une tragédie. Mais je pense que c'est la tragédie de la civilisation, c'est-à-dire que selon les périodes, selon les moments, la protection est moindre, et nous vivons une période avec des comportements sans doute liés à la société du spectacle, à l'entertainment, où la réflexion n'a pas souvent prise. Eh bien, ces moments se répètent. C'est pas le racisme, c'est un ensemble de choses. C'est le racisme, l'antisémitisme. Vous savez, quand on n'aime pas les Noirs, on n'aime pas les Juifs. Hein. C'est un ensemble de... Pour moi, c'est pas... Voilà. Et puis, on n'aime pas les pauvres, et on n'aime pas les femmes, et on n'aime pas les homosexuels, et on n'aime pas ceux qui sont... Voilà, qui vivent à notre côté. Il n'y a pas... voilà. On n'aime personne. Oui, c'est une... Donc, il ne s'agit pas de créer des concurrences mémorielles. C'est un combat, et les joueurs de la NBA le mènent avec dignité, en effet. D'accord. Et revenons un petit peu sur ta carrière, donc en tant que journaliste sportif à Europe 1. Quand est-ce que tu fais ton entrée à Europe 1 et est-ce que tu es directement commentateur sportif ? Non, pas tout de suite, 86, pas tout de suite. Avant, j'ai déjà une expérience à la radio, puisque je viens de Sud Radio, qui est la 5e radio périphérique, hein, RMC, RTL, France Inter, Europe 1, Sud Radio, qui était dirigée par la Sophie Rad, qui est déjà une grosse radio à Toulouse, où j'étais rentré, en 85, je crois, 84. Auparavant, j'étais dans d'autres radios, Radio France, Radio Mayenne, Radio France Héros à Montpellier. Et avant, ma première radio fut une radio associative formidable en banlieue, au moment où Mitterrand lâche, si je puis dire, hein, créer les radios libres, enfin créer les conditions pour que les radios soient libérées, pour qu'elles existent, et je profite de cette dynamique. Et donc ensuite, à Europe 1, j'entre à Europe et je présente les journaux le matin. Donc on est loin du sport. Mmh. Mais les parcours sont... Qu'est-ce que je me suis dit ? D'abord, ça a été très difficile au début, parce que j'étais un garçon... je n'étais pas du sérail. Je n'étais pas de l'entre-soi médiatique. C'était des monstres quand même à Europe 1. J'ai été embauché par El Kabash et par Gérard Carrérou qui m'a donné ma chance, Charles Villeneuve. Et vous savez, quand vous avez 23, 24 ans et que vous arrivez dans ce milieu-là et que vous venez d'un milieu de gauche, que on vous attend avec des fusils. Hein, c'est pas... Et puis que j'avais un caractère assez libre, j'avais un tempérament... bon. Donc au début, c'était pas facile. Et je dois dire que j'ai réfléchi. À l'époque, il y a eu un départ à la radio d'un très très bon journaliste, Claude Askolovitch, qui est aujourd'hui qui travaille sur Arte. Et Claude a quitté la radio à Europe, et donc il s'est libéré une place au sport. Et là, j'ai réfléchi. Je me suis dit, oh là là, arrivent des Coupes du Monde, des Jeux Olympiques, c'est pour moi, quoi. Et là, Sacco m'a fait venir au sport. T'étais fait pour ça. Je sais pas si j'étais fait pour ça, mais c'était... Voilà, l'occasion faisait le larron, comme on dit. Oui, donc justement, tu parles de Sacco Mano en commentateur emblématique d'Europe 1. Moi, je t'avoue que j'étais un peu trop jeune pour le connaître, mais j'ai écouté certains de ses commentaires, notamment avec toi, et honnêtement, c'est vraiment impressionnant. Ça se fait plus aujourd'hui, des commentateurs comme ça. Et fais-nous un petit peu rêver. C'est quoi les plus grands événements que tu as commentés ? Et si tu devais en choisir un, ce serait lequel ton préféré ? Ça, c'est compliqué de choisir un événement. Tu te rends compte, à chaque fois, ça me... C'est dur. Ah oui, c'est dur quand tu as commenté plusieurs Coupes du Monde, plusieurs Jeux Olympiques d'été et d'hiver, des championnats du monde, des matchs à n'en plus finir, forcément faire un tri. Mais je vais peut-être en trouver un. Je pense que ça ne sera pas du foot, parce que c'est si facile. Voilà, quand on a commenté plusieurs finales de Coupe du Monde, dont celle de la France en 98. Non, je pense que je vais revenir sur un événement qui résume
beaucoup de choses dans la vie de tous les jours. J'aurais pu choisir Pérec, parce qu'elle aussi, elle est symbolique, mais je vais te raconter une histoire, brièvement. C'est celle de Franck Picard, qui a été champion olympique de Super G à Calgary en 88. Qui est un très grand skieur, très grand glisseur. Et moi, au sport, je m'étais battu pour avoir l'athlétisme, le ski et le football. Mais l'athlétisme et le ski, j'en étais responsable. Donc je voyageais beaucoup et je m'en occupais beaucoup. Franck Picard est donc champion olympique et en 92 arrivent les Jeux d'hiver en France quand même et il est complètement à la ramasse. Et il est critiqué, rejeté, lynché même. C'est toujours la même histoire, par la bonne société du ski et la Fédération française, qui n'y croit plus. Il se trouve que celui qui est mon consultant en ce moment-là, Jean-Pierre Puteaux, qui hélas se suicidera en 96, une tragédie terrible, travaillait avec moi et entraînait Franck Picard. Et il était directeur technique national et tout en étant consultant. Et il le connaissait bien. Et moi, si je puis dire, j'étais persuadé que Franck, voilà, c'était un instinct, pourrait redevenir un très très grand. Mais il était complètement à la rue, 115e, 116e. Il avait sa propre paire de skis, la fédération lui filait même plus de skis. Il était totalement rejeté. Et moi je le suivais en permanence sur les épreuves de Coupe du Monde. Et arrive la grande descente de la grande face, la face de Bellevarde, en 92. Une descente, c'est comme un 100 mètres aux Jeux Olympiques, ça ouvre une quinzaine. Ça ouvre littéralement une quinzaine. S'il fait grand beau, si les Français sont là, ça dynamise. Et encore une fois, Franck Picard était au fond du trou. Moi, je suis dans l'aire d'arrivée. On avait réussi à obtenir la possibilité d'être dans l'aire d'arrivée en HF, c'est-à-dire être en direct en HF. Et le commentateur du ski sur les grands directs était en haut, Jean-René Godard. Et Franck Picard termine dans mes bras à l'arrivée, je me souviens, très très bien, vice-champion olympique, à 2 centièmes de seconde, je crois, du champion autrichien Ortlieb. Mais c'était un exploit phénoménal, après avoir été complètement à la ramasse pendant des mois et des mois. Et il s'est jeté dans mes bras en me disant « Pierre-Louis, on l'a fait ». Je lui dis « Non, moi j'ai rien fait, c'est toi qui l'as fait ». Mais voilà, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que rien n'est jamais définitif. Dans la vie de tous les jours, c'est ce que je pourrais dire à un jeune qui fait du sport ou qui veut faire ce métier ou qui est déçu, ou à un grand sportif. Il faut respecter et toujours être dans la dignité. Ce que les journalistes ne font pas souvent, hélas, parce que un titre en chasse un autre et qu'on est aujourd'hui dans la production, l'hyper-production et l'hyper-consommation. Qu'est-ce qu'il nous montre, Franck Picard ? Que tout est toujours possible. Voilà un garçon qui était lâché par la fédération, qui était à la ramasse, qui s'entraînait quasiment la nuit. Moi, j'ai skié avec lui, avec Jean-Pierre, dans la Poudreuse, et qui, ce jour-là, le jour J, est pratiqué à 2 centièmes, même pas une spatule, vice-champion olympique de descente. Voilà, je pense que c'est l'un des événements qui m'ont marqué. Ouais. D'ailleurs, justement, là, dans ta réponse, tu parles des relations entre les journalistes et les sportifs. Comment est-ce que toi, tu vois cette évolution au fil de ta carrière et même maintenant ? C'est-à-dire que bon, moi en même temps, je me méfie toujours du yaka, c'était mieux avant, aujourd'hui c'est pas bien, ça c'est, j'ai pas envie. Là, on est tout près du vieux con, et ça me, il y a des choses qui existent aujourd'hui qui sont merveilleuses, faut les vivre. Toi, tu fais partie de cette génération, voilà, qui a envie d'avancer, de faire des projets. Avant c'était mieux, non, pas forcément. Mais en même temps, de l'autre côté du levier, il est évident qu'il y a des choses aujourd'hui qui sont littéralement insupportables, qui sont du point de vue du travail littéralement insupportables. Donc moi ce que je crois, la question était parce que justement moi j'avais l'impression qu'il y avait une plus grande proximité avant entre journalistes et sportifs. Justement, elle est fausse. C'est-à-dire qu'avant, il y avait un travail d'investigation à faire pour devenir proche d'un champion, et surtout, on n'était pas séparés du champion. Aujourd'hui, c'est une véritable surconsommation et de protection. Les sportifs sont comme dans des papas mobiles, on ne peut pas les voir. On ne peut pas avoir de relation, ou très difficilement, d'investigation et d'approche. Moi, ce que j'ai vécu avec Zizou en particulier, ou avant avec Cantona, je pense qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Tout simplement parce qu'on est dans la surconsommation, et en même temps, ce sont devenus des produits d'appel, la plupart des joueurs. Qu'est-ce que vous voulez avoir comme relation avec ce qu'on appelle des people aujourd'hui, comme Neymar ou, je ne vois pas quel genre
je ne sais pas quel genre de profondeur on peut avoir. Je vois pas beaucoup de profondeur. C'est ça qui me trouble. Et justement, tu peux parler un petit peu de ta relation avec Zidane au fil des ans ? D'abord, Zidane, je le vois plus, mais ça, je suis pas le seul. Il y a eu un moment où je crois que le sommet a été atteint quand il est arrivé à Madrid. C'était une telle folie qu'il en a même eu peur. Voilà, et il fallait bien se protéger. C'était en 2005, je crois. Et donc, forcément, les relations s'éloignent. Moi, j'avais une relation qui était d'abord liée à l'observation que j'avais faite de lui joueur à Cannes. C'est-à-dire que je me revois encore à la rédac revenir. Je l'avais vu jouer contre Nantes. Et j'avais le sentiment vraiment, et d'ailleurs je le lui avais dit à Zidane, tu seras le meilleur joueur du monde. Sur cette question-là, je ne me suis pas trompé, parce qu'il suffisait de le voir avec un ballon. C'était une espèce de chat très, très, en apparence très lent, mais le ballon allait très vite avec lui. Et puis surtout, il avait un rapport à une chorégraphie dans le jeu, qui sans doute me rappelait, moi, enfant, ce que j'avais vu d'un Cruyff, le Hollandais, Johan Cruyff, c'est-à-dire une fausse lenteur. Et donc, oui, on est devenus très très proches. J'ai fait le premier livre avec lui après la Coupe du Monde. Et puis j'aimais bien. Ce que j'aimais chez lui, c'était sa construction, sa malice. C'est-à-dire que Zizou, il est pas du tout ce que la doxa médiatique voudra nous faire croire. C'est pas un tendre, c'est un très très dur. C'est pas un garçon doux. On a pu le voir à certains événements. Bien sûr, ça c'est le révélateur. D'ailleurs, je crois que c'est 7 ou 8 cartons qu'il a pris. Ouais. Bon, c'est quelqu'un d'une exigence terrible. C'est quelqu'un qui est extrêmement perfectionniste. Quelqu'un qui est... il y a eu un beau livre décrit par une fille, la Besma, c'était pas une biographie autorisée d'ailleurs, et dans ce livre-là, elle dit des choses qui sont très justes. Alors, peut-être même qu'il n'a pas apprécié d'ailleurs, parce que c'est quelqu'un de très... Mais non, c'est une sacrée mécanique, Zizou. C'est une sacrée mécanique, je dirais une horlogerie. C'est une horlogerie. Parce que moi, j'ai vu quelque chose comme quoi, en 2006, avant le 8e de finale contre l'Espagne, tu lui parles au téléphone et il te dit quelque chose d'incroyable. Qu'est-ce que c'est ? Il dit que je crois me souvenir qu'il me dit on va les faire danser les Espagnols. C'est ce que j'ai vu. Oui, je l'ai au téléphone dans l'après-midi, je jouais vaguement au ping-pong avec, je me souviens encore, puis il n'était pas au mieux avec Thierry Henry, mais il se baladait. C'était là, oui, je pense que c'est. Alors je l'ai eu après depuis plusieurs fois, mais là ce jour-là on s'est parlé, oui, et il m'a dit oui on va les faire danser. Je l'entends encore. C'est bien parce qu'il voulait le mettre à la retraite à ce moment-là. Terrible. Et d'ailleurs, il va dans les tribunes, il leur tire la langue. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais après son dernier but, il se met debout et il y a un camp espagnol qui est derrière, la presse, je pense en particulier, et il leur tire la langue. Ce qui est tout à fait humain, je trouve. Et c'est surpasse. Voilà, tu commentais 2006 aussi ? Alors 2006, j'ai été en studio et nous faisions ces émissions Bienvenue au Club. D'accord. Voilà, qui s'arrêteront en 2010. Les dernières, ce sera en 2010. 2006, on fait cette émission. Et on a ce fameux... C'est le coup de boule, 2006. Bien sûr. Voilà, c'est phénoménal. Le coup de boule... Oui, c'est phénoménal. Ce qui se joue est phénoménal parce que... mais même du point de vue de la... Je dirais alors là, l'analyse qu'on peut faire de l'évolution du sport, et je le dis et je le répéterai toujours, Zidane n'a pas mis de coup de boule. Non. C'est-à-dire que... L'arbitre ne l'a pas vu. Bien sûr. Aucun arbitre. Aucun arbitre. C'est-à-dire que c'est une caméra qui l'a vu. Donc la prise du pouvoir par l'image, avec l'assentiment des journalistes et de la Fédération internationale, commence là. Combien de coups... Moi, j'ai eu une amoureuse il y a très longtemps, il y a une 30aine d'années, qui était en équipe de France de hand. Je peux vous dire que les coups que les filles se mettaient dans les zones, ou même les mecs, et qui échappaient à l'arbitre, on les compte plus. Donc là, effectivement, il y a un coup, mais il a été dénoncé par Buffon, et puis Materazzi qui est au sol, mais l'arbitre ne le voit pas. Il est obligé d'aller faire une chose qui était interdite encore et pas légale, à savoir consulter l'image qui lui donne la vérité. Et la 21e caméra allemande, puisque les autres caméras n'avaient pas pris l'image. Donc on est pour la première fois face à un véritable un vol de l'image sur la réalité. Alors depuis, les choses, on a maintenant on a maintenant des sons qui ne sont pas des sons venus du réel, qui partent je ne sais où, de car régie. On a des faux supporters, des faux cris. On y est là dans la... On est dans l'univers d'Enki Bilal, là, ça y est là. Ouais.
Clairement. Ouais. Et donc justement, dans ta carrière, tu as eu la chance de rencontrer des grands champions. Et est-ce que c'est vrai que tu as interviewé Maradona à Naples en 90 ? Oui, enfin ça n'a pas duré longtemps parce qu'il m'a foutu dehors. Oui, alors 90, sa comédie file à Naples parce qu'il était annoncé à Marseille. Et donc je file et il revenait pas de vacances. Donc ça faisait un énième scandale. Et il se trouve qu'arrivé à Naples, je me débrouille pour trouver l'adresse. Il était sur le mont Paradiso à Naples, dans une villa au-dessus, pas forcément un palace. Et je me suis retrouvé à l'intérieur de sa maison, dans son garage. Et j'ai pu avoir 2 ou 3 mots de lui. Il mentait ouvertement en disant que oui, bientôt Marseille, tapis. Et puis je me suis fait virer par les mecs qui sont sa cour, qui est autour de lui. Les mafieux, apparemment. Pas tous, mais bon, oui, il avait une relation avec la Camorra qui était spéciale. Mais quel joueur! Ok, très bien. Ça m'intéressait pour ma curiosité de savoir que tu avais Ouais. rencontré le grand Maradona de je l'ai l'époque. rencontré. Bien sûr. Et justement, donc, comme je le disais en introduction, tu as commandé des Coupes du Monde, de l'athlétisme, des Jeux Olympiques, des Ligues des Champions. Et moi, ma question, c'est quoi la différence de préparation entre, par exemple, une Coupe du Monde de football pour un commentateur sportif et des Jeux Olympiques ? Ça se ressemble. Si c'est pour la préparation dont tu parles, la préparation d'un journaliste, Et comment on le vit aussi. ça se ressemble parce que ce sont des événements qui sont franchement très rares. Ils ont lieu tous les 4 ans. C'est ce qui fait la beauté d'une Coupe du Monde ou la beauté des Jeux Olympiques. Pourquoi il y a quelque chose pourquoi il y a quelque chose de particulier dans une moindre mesure, un peu ce qui se joue avec une finale de Ligue des Champions. Bon, alors aujourd'hui avec le Covid, avec ce que déroule, on n'a pas eu sans doute la même émotion, mais il y a une histoire. Pourquoi pourquoi un journaliste qui va couvrir une Coupe du Monde ou des Jeux, parce que ça se ressemble, est fébrile? Parce que derrière tout ça, il y a de l'histoire. Je pense que si ma mémoire ne fait pas défaut, je peux peut-être réussir à te faire quelque chose là en direct. Sur les Jeux Olympiques et les Coupes du Monde, 48 Londres, 52 Stockholm, 56 Helsinki ou l'inverse, 60 Rome, 64 Tokyo, 68 Mexico, 72 Munich. Il faut en avoir des connaissances pour être commentateur sportif. C'est-à-dire que je suis en train de dégrainer donc c'est fascinant. C'est tous les 4 ans. Voilà, il faut la connaître. Il y a une épaisseur, il y a du désir, il y a de la rareté. C'est ça qui crée la fièvre. La Coupe du Monde, pareil. Donc, il fut une période où Blatter, je crois, et les instances internationales voulaient transformer le rendez-vous des Coupes du Monde en un rendez-vous biannuel. Quelle connerie! Puis ça s'est pas fait. Ça se fera peut-être un jour. Tout ça pour toujours plus. Hein? Non. Ce qui est beau, c'est l'attente. On attend les Jeux Olympiques, on attend les Coupes du Monde. C'est comme l'amour, il faut de la rareté. C'est comme l'amour, c'est comme le désir, je le dis souvent. C'est en tout cas, le désir, il naît et de la rareté et du renouvellement, mais dans l'attente, dans une forme de fièvre, de respect, d'histoire, d'épaisseur, tout simplement. On s'étonne à chaque fois, le PSG vient encore d'être battu 1-0, mais il n'y a rien d'étonnant. Paris gagnera un jour. Paris sera champion d'Europe. C'est dans la logique d'un système qui, moi, me déplaît un peu, qui consiste à mettre 800 millions ou 1 milliard d'euros sur la table chaque année en termes de budget et de vouloir aller trop vite. Mais le Bayern a une histoire à côté. C'est tout. Il y a pas d'histoire face à une histoire. Celle de Uli Hoeneß, de Sepp Maier, puis de Beckenbauer, puis de tous ces joueurs. Bon. Voilà, on ne peut rien espérer, rien attendre s'il n'y a pas de l'épaisseur. Mais c'est vrai aussi dans la vie, de profondeur. Si le sport doit devenir une seule et unique cash machine, avec en effet des types qui ne connaissent du ballon que les jeux et que les paris en ligne qu'on leur propose, et c'est de plus en plus le cas, moi perso ça m'intéresse pas. Et là je ne souffre pas du tout de ne plus en voir ou d'en voir très très rarement, parce que ce que c'est devenu me fait pleurer ou rire. Moi, voir
voir Ménès me parler des paris et faire du fric sur le dos d'un sport qui est devenu une espèce de réplique de PlayStation, ça m'intéresse pas. Voilà. Ouais, donc quand même l'évolution du foot a été marquante au fil de ta carrière. Et moi j'avais une question, par exemple, on va prendre un événement précis, Coupe du Monde 98, tu commentes la finale avec ton collègue Sacco Mano. Comment tu te sens en fait avant de commenter cette finale ? Tu sais que c'est un rendez-vous important. Quel est ton état ? Quel est mon état ? C'était une période difficile du point de vue professionnel. On était fâchés avec Sacco. On le restera pendant quelques temps, pendant 4-5 ans, puis on redeviendra très proche. Mais on était fâchés parce que c'est la vie, parce que moi j'étais arrivé à un moment de ma vie où je voulais aller, parce que c'est comme ça l'ambition à l'étage supérieur, hein, et lui était quand même un monsieur qui, voilà, c'est la vie, qui vieillissait, mais qui ne voulait pas, qui n'a pas créé, et d'ailleurs je lui en ai voulu à Sacco, qu'il n'a pas créé les conditions d'une transmission. La vie, c'est aussi de la transmission. Bon, en 98, j'avais 40 ans. Il était temps que je choisisse, où je continuais à rester celui qui est d'une certaine manière, le mot est un peu vulgaire, mais porteur de valise. Où est-ce que je prenais le pouvoir ? C'est ça la vie. Et j'avais décidé de le prendre le pouvoir. Donc on était fâchés. Mais on était très professionnels, lui comme moi, et donc j'étais très tendu, très très tendu, parce que c'était un événement qui pouvait être assez extraordinaire dans une France qui était apaisée à ce moment-là, avec une croissance. D'ailleurs, il y aura 1,5 million de personnes dans la rue, et les drapeaux algériens se mêlaient à l'époque au drapeau tricolore. Enfin, il y avait quelque chose qui n'avait pas à voir avec ni la haine, ni la violence. C'était une France différente. Et puis, une Coupe du Monde, c'est ce que nous avons évoqué tout à l'heure. Et ça a été assez extraordinaire. Assez étonnant de voir un Brésil qui était quand même, un peu faible. D'abord, on a été troublé parce qu'on a eu 2 feuilles de match. Donc déjà, c'était très troublant. Une première feuille de match sans Ronaldo, lequel avait fait une crise d'épilepsie avant le match. Et puis des choses très troublantes. Nike dans les vestiaires. Et finalement Ronaldo sur la feuille de match, mais qui était diminué. Enfin, Roberto Carlos le dira après, plus tard. Donc on était un peu troublés. Et puis après, quand l'équipe de France... Mais je crois que moi, ça s'est décanté, non pas... parce que moi, j'ai jamais été un Sud-Américain du commentaire. Sacco l'était. C'était pas mon truc. Moi, j'étais plutôt un commentaire à l'anglo-saxonne. Tu arrivais à garder ton calme même... C'est-à-dire, non, pas forcément. Je pouvais exploser. Pas de cette manière-là. C'est-à-dire qu'il y a 2 façons de voir. Lui surjouait, c'était sa marque de fabrique. Est-ce que ça restera ? J'en suis pas persuadé. Et moi, je préférais me laisser porter par l'événement et par le réel. Si le réel est très fort, alors le réel vous emporte. Mais j'aimais bien rester sur un ton assez haut, mais pas délirant. Et j'ai notamment eu le temps de pouvoir raconter un peu ce qui se jouait immédiatement après le coup de sifflet final. Et ça, c'était passionnant. C'était formidable. Voilà. Mais très étrangement, très longtemps, après maintenant, c'est un événement qui est devenu presque un fait de culture. 82 et la défaite me marquait plus que la victoire de 98. La fameuse voilà. France-Allemagne à Séville. J'ai fait un livre. En 82. Voilà. Également un livre. Tu en as fait beaucoup des livres. Et justement, il y en a un, moi, qui m'a particulièrement marqué parce que j'avais eu la chance de travailler dessus pour un projet d'études. C'est ton livre « Gagner à en mourir » qui raconte justement... une ancienne équipe du Dynamo Kiev qui affronte des nazis en 1942. Ils ne vont pas perdre, ils vont gagner et ils le payeront de leur vie pour certains. Et justement, dans ce livre, tu dis que tu as aimé le football comme ton enfance avec insouciance et regret. Est-ce que ce regret, justement, est lié à cette société maintenant du spectacle que tu pointes du doigt dans le sport ? Ah, totalement. Je pense qu'il y a des choses... qui ont été défigurés par une financiarisation de tous les secteurs d'activité. Mais c'est pas vrai que pour le sport. C'est-à-dire que il y a eu un temps où on accusait le football. La preuve est que c'est plein de secteurs. C'est l'amour qui est en danger.
aujourd'hui. De quelle manière? Par la surconsommation des images, de l'image, par Internet. Le philosophe Alain Badiou avait fait un beau livre sur le projet amoureux, ce qu'il en reste. C'est l'amitié, c'est même l'art qui est bien souvent face à une spéculation qui n'a rien à voir avec la création. C'est la culture dans son ensemble. Je pourrais donner beaucoup d'exemples. Qu'est-ce que nous avons à vivre aujourd'hui? Posons-nous la question de savoir pourquoi le terrorisme a été si simple dans la tête de nombreux jeunes, pas seulement syriens ou irakiens, mais tchétchènes, mais allemands, Français. normands, français, bretons. Pourquoi s'est-il installé si rapidement s'il n'y a pas une espèce de fin de quelque chose, de fin d'une belle aventure? Donc le sport pour moi a été une aventure extraordinaire. Elle n'est plus en mesure de me donner ce voilà, peut-être j'ai envie de me tromper, de revoir des choses pendant le Tour de France mais cette surconsommation de spectacles, ce fric qui ruisselle, ouais, voilà, ces guignols qui passent leur temps maintenant à se rouler par terre parce qu'il faut encore toujours plus pour qu'on s'y intéresse, alors que c'est pas ça qui va nous ramener. On est plus dans le cirque. Au sens romain et de l'antiquité du terme. On est plus dans un cirque qui, moi, me file des hauts le cœur. Voilà. Ce qui te manque, c'est un peu, comme disait Rochaud, la gratuité du geste. Voilà, absolument. Il me manque quelque chose qui a à voir, encore une fois, avec la rareté et la profondeur. Voilà, donc aujourd'hui, j'arrête ce métier. J'ai été bien servi. Je me demande si nous n'avons pas mangé notre pain blanc. Je pense que pour pas mal de générations qui aiment le sport, est-ce qu'il y a encore un peu d'altérité, j'en suis pas convaincu. Mais l'avenir, peut-être, l'avenir le dira. L'avenir nous le dira, exactement. Donc, on a pu le comprendre, tu es un féru d'histoire et de littérature, et moi, ce qui m'a marqué en m'enseignant un petit peu sur toi, c'est que j'ai toujours l'impression que tu as voulu faire des passerelles entre le sport, la mémoire à travers tes livres, mais aussi directement auprès des sportifs. Parce qu'il me semble qu'en 1996, tu organises une visite de l'équipe de France à Auschwitz. Est-ce que tu peux nous raconter pourquoi et comment? En effet, mais lorsque tu évoques ces passerelles, en effet, si je devais me définir, je pense que c'est assez juste. Moi, j'ai grandi, mon parcours on en revient à la difficulté aussi de l'enfance, à la fois le bonheur du sport, mais la construction dans l'école et le fait que on considérait que sans doute je ne serais qu'un délinquant, et ce qui fait que pour moi un grand sportif est comparable à un grand écrivain ou un grand historien ou un grand chef d'entreprise. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux dire que je me sens pas. C'est pas que je me sente. C'est pas que je prenne la pause avec un ouvrier du bâtiment ou un chef d'entreprise ou un immense sportif ou un grand intellectuel. C'est que pour moi, ils font partie d'un ensemble qui est la vie, qui est l'universalité. Dans ce qu'elle désigne, c'est-à-dire voilà comment je perçois le réel. Alors on en revient à cette histoire de passerelle et de mémoire avec la visite de Auschwitz par l'équipe de France. Et de mémoire, on en revient à cette visite. Elle est l'exemple même. J'arrive. C'était un match amical qui avait été, je crois me souvenir, monté par Aimé Jacquet, qui avait repris l'équipe de France. Et nous arrivons, en effet, pas très loin de Auschwitziem, donc de mémoire à Katowice. Le match avait lieu le lendemain. On n'était pas loin. On n'était pas loin de ce lieu terrible, de la rampe de Auschwitz et de ce qui, voilà. Et Bernard Lama m'accueille, il était gardien de l'équipe de France à l'époque, et il me dit comme ça en plaisantant à l'aéroport, mais qu'est-ce qu'on va faire d'ici demain, qu'est-ce qu'il y a? Je vais écouter, si vous voulez pas mourir totalement idiot et ignare, mettez le réveil à sonner et organisez. Il n'y avait rien de prévu. Et organiser et allez vous recueillir à Auschwitz sur le lieu de l'innommable.
Ah oui, c'est une bonne idée. Alors là, je me suis fait engueuler d'abord, ça a commencé comme ça. C'est dire la frilosité Engueulé par qui? par le dirigeant de la fédération, Philippe Tournon, je me souviens, le chef de presse m'a repris de voler en me disant que tu fais encore, je dis quoi, je fais quoi? Je veux dire, vous faites 2 quarts, en fait, un quart pour les joueurs et aussi un autre pour les journalistes, et ça me paraît évident et naturel. Et vous verrez que ça a eu finalement, et j'en suis fier, une forme de belle incidence. Et donc nous sommes allés en effet à Auschwitz, visiter le camp, toutes les différentes salles, les étapes, les joueurs qui étaient là. J'ai le souvenir de Angloma qui pleurait, Angloma, notamment dans la salle des enfants. Lizarazu était là. Et il y avait un joueur, vous voyez, qu'on avait tendance non pas à moquer, mais qui n'était pas... c'est Franck Leboeuf. Et Franck Leboeuf, aujourd'hui, il a fait un post très digne et qui montre que cette visite-là, ce recueillement lui a servi. Donc à lui comme joueur, il avait 25 ans à l'époque, car une photo absolument grotesque a été postée récemment par une fille, je ne sais pas si aujourd'hui on peut parler de fake ou pas, manifestement non, elle se fait photographier devant dans une pose, enfin c'est invraisemblable, c'est le monde dans lequel on vit hélas aujourd'hui, et il a fait un post remarquable, Franck Leboeuf, en rappelant cette visite, et comment il avait été bouleversé à l'époque. Et bien voilà. C'est pas grand-chose. Mais si j'ai pu contribuer à l'époque, en 96, à ce que Franck Leboeuf sorte de ça, à l'époque de son ignorance, eh bien tant mieux. Donc oui, j'ai organisé ce recueillement. Et ça me paraissait d'une évidence. Et pourtant, j'étais dans le sport, mais personne n'y avait pensé. Donc la question, c'est pas d'être journaliste de sport ou journaliste politique. Je m'y oppose toujours. Je suis journaliste. Qu'est-ce qu'un journaliste? Un homme curieux, courageux ou pas, mais curieux, vivant, ancré dans le réel. Et pas seulement complètement replié sur son micro pour commenter un match. Donc voilà comment ça s'est passé. Très bien. Bah, écoute, c'est assez marquant comme histoire. Maintenant que tu es tout jeune retraité du journalisme, c'est quoi tes plans pour la suite? Est-ce que c'est encore dans le sport, dans la littérature, c'est dans l'écriture, oui. C'est dans l'écriture et puis la vie, surtout. La vie, j'ai 62 ans, je suis en relativement bonne santé. Voilà, on verra, mais c'est la vie, c'est voyager, c'est prendre le temps d'être avec mes amis, avec les gens que j'aime. Et c'est surtout ne pas avoir le moindre regret. Le fait d'arrêter, de savoir que c'est fini, quelle chance j'ai eu. La vie m'a bien servi. Pas d'amertume. Oh, aucune. J'ai été vraiment d'avoir les rencontres que j'ai pu faire, les amis que j'ai aujourd'hui, ils sont pas nombreux, mais merci à ceux et celles qui se sont fait flinguer pendant la Seconde Guerre mondiale, au nom de la résistance, et qui nous ont permis d'avoir, les uns et les autres, la liberté de la presse, une retraite décente, la sécurité sociale. Merci Ambroise Croizat, merci à tous les... Je le dis et je le répète parce que ça, on finirait par l'oublier, aux jeunes FTP Moy, juifs, chrétiens, gaullistes, communistes, et rien du tout anards, qui se sont battus pour que nous puissions, d'une certaine manière, fumer la pipe un peu aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas de... Voilà, tout est de la transmission. Tout est dans la transmission. Écoute, je pense que ce podcast l'illustre bien, en tout cas, ton intervention. Dernière petite question un peu plus légère pour finir. Apparemment, tu aimes beaucoup la musique. Si tu devais choisir un artiste ou une musique, laquelle ce serait ? Alors là, comme ça, encore en difficile. Direct, c'est vache, parce qu'il y a qu'est-ce que ce serait? Allez, Assez de Nougaro. C'est une chanson que mon père écoutait beaucoup. D'ailleurs, le disque doit pas être très loin. Le disque est juste derrière. Les auditeurs peuvent pas le voir, mais le disque est juste derrière. Peut-être l'attraper. Faire Louis. Voilà, sans faire trop de bruit. Et je crois que la chanson elle est pas sur ce vinyle. Elle est pas sur ce vinyle. Mais franchement, je crois de mémoire que c'est cette chanson-là,
Vous la trouverez de toute façon. Bon, je la retrouverai. Mais Nougaro est un homme à la fois de rêve et de combat et qui recommence. D'ailleurs, là, je crois que Gad Elmaleh le chante, preuve qui recommence à être, à juste titre, salué. Donc voilà. Quelqu'un qui s'illustre bien. Ouais. Il serait temps que l'homme s'aime, etc., etc. Voilà. Eh bien, écoute, merci Pierre-Louis pour cette rencontre. Ça m'a fait extrêmement plaisir et j'ai appris plein de choses. C'est moi, David. À la prochaine fois. Bonne chance. Merci. À très vite. Merci à tous d'avoir écouté ce 2e épisode jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de laisser des étoiles sur Apple Podcast et de me contacter via Instagram sur le compte laligne.podcast. Chose promise, chose due. Chaque semaine, je lis un de vos commentaires ou messages. Cette semaine, c'est un commentaire de Louligno sur Apple Podcast qui me dit « J'espère que les propos de ces sportifs seront bien retranscrits, ce qui pêche souvent dans les interviews sportives. » Eh bien écoute, je suis totalement d'accord avec toi. Généralement, les médias sportifs ne s'intéressent qu'aux strass et aux paillettes des athlètes, des entraîneurs ou des autres personnes. Le but avec ce podcast, c'est justement de leur faire parler de tout et aussi de montrer des personnes qui œuvrent dans l'ombre pour faire vivre l'exploit sportif. Je vous dis à dans 15 jours pour une rencontre qui s'annonce déjà exceptionnelle. C'était David pour le podcast La Ligne.